We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Si l'ensemble de l'univers est strictement déterminé par les lois de la nature, l'avenir est dicté par ce qui s'est produit précédemment. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Les plantes de la Terre sont vertes uniquement parce que notre soleil est vert. Getting to Mars will be risky, dangerous. Est-ce qu'on peut continuer à manger autant de viande tout en protégeant la planète? There is life on Mars. Climate change is real, it's happening. Truth is stranger than fiction. Horatio, un podcast National Geographic avec Juliette Sprock. 3, 2, 1, 0. All engine running. Bonjour Vincent Colliard. Bonjour Juliette. Alors, tu es explorateur polaire National Geographic, tu es aujourd'hui l'invité d'Horatio et ensemble, nous allons parler d'expédition, de régions polaires et de protection de l'environnement. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste adresser un petit mot à nos auditeurs qui ont l'habitude qu'on vous voit normalement tous les invités qu'on a. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce que Vincent étant explorateur National Geographic, c'est un habitué de la maison, on se connaît un petit peu, donc on va se permettre de se tutoyer. Alors l'exploration, c'est un sujet central dans l'histoire de National Geographic et ce depuis sa création il y a 130 ans. C'était la volonté des fondateurs du magazine de repousser les frontières du monde connu pour partager ses découvertes avec le plus grand nombre. Et aujourd'hui encore, National Geographic finance la science et l'exploration à travers un système de bourse. Mais aujourd'hui, Vincent, qu'est-ce que c'est qu'être un explorateur National Geographic ? Grâce à National Geographic, j'ai la chance de pouvoir aller explorer les endroits les plus reculés de la planète. Et qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, mon quotidien, quand je suis sur place, c'est sur les skis. Et puis, j'ai derrière moi un traîneau dans lequel j'ai tout mon matériel. Parce que pour moi, l'aventure et l'exploration, ça passe par être complètement en autonomie. C'est ce qui me permet en fait de connecter avec la nature et de rentrer et de devenir moi-même en fait un animal sauvage. Mais mes journées, elles sont assez simples. C'est un réveil vers 5-6 heures du matin en faisant fondre de la neige. On démarre le réchaud, puis on fait fondre de la neige. On fait tout ça depuis le sac de couchage pour essayer de garder un maximum la chaleur. Et puis ensuite, on mange un porridge le matin, un petit café ou un petit thé. Et ensuite, on se met sur les skis. Il est maintenant 8 heures du matin et là, on skie. On essaie de ne pas perdre le nord jusqu'à 5-6 heures de l'après-midi. Et on essaye généralement de traverser ces glaciers sur leur longueur. Là, on choisit l'itinéraire le plus long possible. Et ensuite, à la fin de la journée, on effectue des prélèvements de terrain où on collecte de la glace dans des petits récipients. On monte la tente. Et là, on fait tout un débriefing à l'intérieur de la tente. On communique avec le monde extérieur. On envoie des nouvelles. Et puis là, il est déjà généralement 22h, 23h. On ferme les yeux et on refait ça le lendemain. Et depuis que tu es tout petit, tu as toujours rêvé d'être explorateur ou c'est une vocation qui est venue plus tardivement ? Quand j'avais, je dirais 4 ou 5 ans, je me souviens, j'avais des palmes aux pieds, un masque, un tuba et j'étais dans une petite bassine à explorer. C'est là que tout a commencé. Et puis quelques années plus tard, en lisant des récits d'aventuriers et d'explorateurs, je suis allé voir mon père et je lui ai dit j'ai envie de devenir explorateur. Lui m'a dit c'est pas vraiment un métier sérieux. Moi j'ai quand même voulu suivre mes rêves et puis aujourd'hui depuis le 2014 j'ai la chance d'en vivre. Et ça a été de pouvoir transformer ma passion en un travail et que j'espère que cette opportunité continuera le plus longtemps possible. Alors, dans l'imaginaire collectif, les explorateurs sont souvent associés à la notion d'aventure, de mise en danger. Mais l'exploration, en particulier l'exploration engagée telle que la soutient National Geographic, c'est loin d'être juste un Indiana Jones des temps modernes. Mais est-ce qu'avant tout, le quotidien d'un explorateur d'aujourd'hui, ce serait pas aussi beaucoup de préparation ? Le quotidien d'un explorateur dans les régions polaires, ça commence d'abord par se documenter sur ces régions-là, essayer de les apprivoiser un petit peu, d'apprendre à les connaître, savoir comment elles fonctionnent. Et puis, il y a un enjeu qui est primordial aujourd'hui, c'est l'accélération du changement climatique. Dans ces régions-là en particulier, puisqu'elles sont numéro 1 victimes
du réchauffement de la planète. 1 ou 2 degrés d'écart de température. Ici à Paris, on ne sent pas vraiment l'impact, mais là-haut, ça transforme la glace en eau. Donc il y a des profonds changements. Et aujourd'hui, avec mon héros d'adolescence, le Norvégien Børge Ousland, on a démarré un projet en 2014 qui s'appelle Ice Legacy. Et c'est la traversée des 20 plus grands glaciers de la planète. Et notre but, c'est faire des prélèvements de surface de ces glaces pour expliquer et montrer aux gens qu'il y a vraiment une accélération de la fonte des glaces. Alors toi, tu traverses tous les grands glaciers. Pourquoi est-ce que tu as décidé de devenir explorateur polaire et de traverser tous les grands glaciers plutôt que, par exemple, aller explorer les déserts qui sont aussi, dans une certaine mesure, les témoins du réchauffement climatique? J'ai eu la chance de grandir au Pays Basque, entre océan et montagne. Et puis, mais c'est vrai que là-bas, il n'y a pas de glace. Et quand je lisais des récits d'explorateurs, quand j'étais adolescent, je devais avoir peut-être 16-17 ans. Et je me souviens, ces récits m'ont vraiment marqué. Ouais. Je me souviens quand je lisais Amundsen, par exemple, ou un autre Norvégien qui s'appelle Fridtjof Nansen, qui a dérivé sur l'océan Arctique. Et je me souviens, dans leurs récits, il y avait un côté exploration qui était vraiment poussé à l'extrême à mes yeux. Et puis, le fait de venir de France et de ne pas avoir l'accès à la banquise, c'était quelque chose qui était un peu inaccessible à mes yeux. Et c'est, je pense, la raison principale pour laquelle je suis allé vers ces régions-là, c'est parce qu'elles étaient inaccessibles au départ. Et j'y suis allé, et puis je me suis dit, soit je vais adorer, soit je vais détester, parce qu'il y a quand même des journées qui sont assez dures dans les régions polaires, quand on voit rien, puis que ça caille ou qu'on est trempé. Il y a des moments où, quand on tremble là de froid et qu'on a faim, c'est quand même assez misérable. Et puis il y a aussi des moments qui sont vraiment magiques là, et qui te font oublier là, toute la difficulté d'épaule. Ouais. Voilà, ouais. Et ça m'a accroché quand j'avais 17 ans, et j'ai fait 17 ans, 18 ans, mon premier voyage au Spitzberg. Et à partir de là, je n'ai jamais quitté les régions polaires. Alors l'exploration, ça existe depuis toujours, depuis qu'on a commencé à voyager, à découvrir de nouveaux territoires. Alors on pense bien sûr d'abord aux grands explorateurs du XIVe siècle, mais aussi plus récemment à des explorateurs comme Roald Amundsen ou Robert Falcon Scott, qui sont partis à la découverte du pôle Sud au début du XXe siècle. Mais à présent que tous les grands territoires ont été découverts et surtout cartographiés, qu'est-ce qui reste aux explorateurs modernes? Quels sont vos enjeux aujourd'hui de l'exploration? Alors c'est vrai que tu parles de Amundsen et Scott qui sont toujours d'ailleurs mes héros, et puis eux ils ont tellement fait un boulot incroyable qu'ils nous ont laissé très peu de choses à explorer en fait au final. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans les régions polaires, il y a tellement un changement rapide. Être un explorateur, pour moi, c'est quelqu'un qui va se rapprocher d'une cause, qui va travailler avec une intention. À travers, par exemple, le projet Ice Legacy, nous, ce qu'on espère énormément, c'est sensibiliser les gens à modifier leur habitude de consommation. Parce que tout ce qu'on fait ici a un impact là-haut. Et quand on a la chance d'aller explorer ces régions polaires, on voit à quel point elles changent rapidement. Et moi, je suis vraiment très triste. Des fois, un jour, je me suis retrouvé face à un ours blanc qui était sur une berge sans banquise. Et j'ai cette photo en tête. Et pour moi, c'est exactement un ours blanc privé de sa banquise. C'est exactement la même chose que si nous, on nous retirait tous nos supermarchés. Ça m'attriste énormément et je me suis dit que voilà, aujourd'hui, effectivement, il y a moins de cartes, il y a moins de géographie à explorer, puisque ça a été fait par les anciens. Mais aujourd'hui, il y a quand même des enjeux d'exploration toujours très importants, puisque ces régions sont quand même en train de changer à vitesse grand V. J'ai eu la chance, il y a quelques années, de passer un petit peu de temps avec Yvon Chouinard, qui est une grande source d'inspiration. C'est le fondateur de la marque Outdoor Patagonia. Et par rapport à la crise environnementale, un jour, je me souviens, il disait « Il y a des gens qui sont très très pessimistes et qui pensent que c'est trop tard et que la crise environnementale aujourd'hui, c'est vraiment une catastrophe et qu'on ne peut rien faire. »
Il y a des gens qui sont encore très optimistes, qui voient le verre à moitié plein, qui est une bonne chose, mais également se voilent la face en disant tout va bien, alors qu'en fait, il y a quand même très peu de choses qui vont bien dans ce monde confus dans lequel on vit. Mais dans les deux cas, pessimiste ou optimiste, il ne se passe rien. Et ce qui est important, c'est soit on fait partie de la solution, soit on fait partie du problème. Et voilà, ça, le jour où je me souviens, il a dit ça a vraiment changé mon état d'esprit. Et je me suis dit, ok, il faut qu'on pousse avec Ice Legacy le plus loin, là où on peut aller le plus loin possible. On pousse notre corps à skier des fois pendant 12-15 heures par jour. Et là, on a envie de faire la même chose avec ce projet, d'essayer de le pousser le plus loin possible pour vraiment sensibiliser les gens. Et parce que c'est vraiment triste, mais c'est en train de changer énormément. Et puis moi j'en suis assez convaincu, mais c'est pas qu'une variation naturelle de la Terre, c'est que je pense qu'on est responsable d'une partie en fait de l'accélération de ce changement et de la hausse des températures. Et comment est-ce qu'on gère le caractère extrême des régions polaires ? Comment est-ce que, au quotidien, vraiment, juste sur le plan humain, personnel, comment est-ce que tu gères l'isolement, la difficulté d'évoluer dans ces milieux-là ? Alors je dirais, pour être confortable dans les régions polaires, déjà ça passe par apprendre les us et coutumes des gens qui vivent là-haut, notamment des Inuits. Et moi j'ai une fascination pour ces gens-là, qui ont été des gens qui ont vécu sur la glace, sur la banquise, et puis qui se déplaçaient en fonction des migrations des animaux. Donc ouais, ça commence par essayer de se rapprocher de ces peuples pour savoir comment ils arrivent en fait, à vivre aussi proche de la glace et à vivre quand même assez bien et assez heureux. En 2017, on est dans les montagnes de Chugach en Alaska avec Borgé. On doit traverser du coup un des 20 plus grands glaciers. C'est l'après-midi, il fait très chaud. Les locaux nous avaient prévenus. Les gars nous avaient dit il ne faut pas que vous skiez l'après-midi quand il fait très chaud parce que les ponts de neige vont être extrêmement fragiles. Borgé, il a exploré les régions polaires pendant plus de 30 ans et il est tombé 2 fois dans toute sa vie d'explorateur dans une crevasse. Et là, le même jour, à 3 heures d'intervalle, il tombe 2 fois dans une crevasse et moi je suis au bout de la corde et je vois en fait mon copain en fait, tout simplement. La première fois, ça lui monte jusqu'aux hanches. Et puis la deuxième fois, encore plus profond, jusqu'aux épaules. Et là, de voir son copain, là, tout d'un coup, de voir le plancher se dérober sous ses pieds, là. Moi, ça m'a pas mal saturé émotionnellement. Ouais. Et pourquoi je veux vous raconter cette histoire ? C'est pour vous dire que, avec la hausse des températures, partout dans le monde, et notamment dans ces régions-là, il y a un moment donné, j'ai l'impression, une rupture entre l'homme et la nature. Et pour moi, le pont de neige, c'est l'exemple parfait de cette rupture-là. C'est qu'aujourd'hui, on est énormément avec notre système économique, on est très très déconnecté de la nature, on est très connecté en fait de l'environnement, des environnements sauvages, de là où vraiment on vient de là. On vient pas d'une chaise devant un ordinateur. Et là, de voir Borgé partir dans ce trou-là et il avait sa vie entre mes mains, ça a été, c'était vraiment un moment fort et je garderai toujours cette photo en tête en me disant, les températures continuent de monter. Et là, c'est pas juste une chute en crevasse, c'est qu'aujourd'hui, tout est en train de changer énormément et très vite. Et du coup, toute cette connaissance que tu as du terrain et qui te permet d'y évoluer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'une traite, tu le construis comment ? Tu le construis justement avec des rencontres avec des peuples inuits ou ça se fait juste, c'est une connaissance qui s'acquiert sur le tas avec les années de terrain Je crois que c'est une combinaison des deux, ouais. Ça s'acquiert pas mal avec les connaissances des locaux. Et puis ensuite, moi j'ai eu la chance d'apprendre, mon mentor en fait quand j'étais plus jeune, c'était ce fameux Norvégien Borgé Usland. Et puis lui m'a appris un petit peu toutes les astuces pour pouvoir survivre et être confortable dans un monde inconfortable. Malgré le recul des glaces, les régions polaires, ça reste de très très vastes étendues, ça reste quand même des régions désertiques. Comment est-ce que avec toi ou Borgé ensemble, vous choisissez vos itinéraires sur de si grandes étendues ? Comment est-ce que vous déterminez les lieux qu'il est indispensable de couvrir ou il est indispensable d'aller faire des prélèvements ?
Alors on essaye de manière générale, quand on regarde un glacier, d'effectuer une traversée dans sa longueur. Le but étant de prélever un maximum de glace qu'on puisse ensuite donner à nos amis scientifiques. Donc voilà, ça c'est notre priorité numéro 1 quand on part pour aller traverser un glacier. Justement, comme tu expliquais tout à l'heure, donc avec ton ancien, ton mentor et surtout maintenant ton partenaire d'expédition, Børge Ousland, vous avez lancé le projet Ice Legacy en 2014. Donc effectivement, comme tu le disais, c'est un projet de conservation pour lequel vous traversez les 20 plus grands glaciers de la planète pour sensibiliser le grand public au dérèglement climatique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment au quotidien Ice Legacy participe à sensibiliser le grand public? Quelles sont vos actions sur le terrain? Comment est-ce que ensuite vous servez de ces actions terrain pour aller sensibiliser le grand public et diffuser un message? Alors avec Ice Legacy, donc notre but c'est de traverser les 20 plus grands glaciers de la planète à ski dans les 10-15 prochaines années. On va explorer ces glaciers, documenter, et puis notre mission ultime, c'est d'arriver à essayer d'inspirer les gens pour que on modifie en fait nos habitudes de consommation. Ce qu'on aimerait concrètement, ce qu'on fait sur le terrain, c'est qu'on traverse ces glaciers d'un point, généralement le glacier dans sa longueur, pour pouvoir effectuer des prélèvements de terrain. Donc on récolte de la glace, de la neige, qu'on met dans des tout petits récipients, qu'on donne ensuite à la communauté scientifique pour des analyses. Et aujourd'hui, là, on est sur le point de démarrer une étude sur tout le carbone qu'il y a dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du carbone qui est envoyé dans l'air, qui voyage avec les courants d'air, et puis qui est de couleur noire, qui se pose sur les glaciers et participe énormément à la fonte des glaces. Ce carbone, il y a une partie qui est naturelle, comme les volcans par exemple en Islande, mais il y a une partie qui est chimique également et qui provient de notre modèle économique, de l'industrialisation. Et on aimerait énormément trouver ce chiffre pour inspirer les gens et dire ok, nous on a le choix de modifier nos habitudes de consommation. Moi, mais ces 15 dernières années d'exploration, elles ont vraiment j'ai entièrement repensé ma manière de consommer aujourd'hui. On vote par exemple peut-être tous les 4 ans. Ouais. Mais en fait, on vote tous les jours avec sa carte bleue, avec sa carte de crédit quand on achète des produits. Et donc j'espère qu'au final, avec Ice Legacy, on arrivera à sensibiliser les gens pour essayer de réduire notre impact carbone. D'accord, donc l'idée c'est avec un chercheur, un scientifique, si je ne me trompe pas, vous êtes en partenariat avec une université en Alaska. Oui. Donc l'idée c'est d'obtenir ce chiffre, quelle est la part de carbone organique et quelle est la part de carbone émise par l'activité humaine. Et ensuite quoi? Une fois que vous avez trouvé ce chiffre, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, alors, c'est un chiffre ça va nous prendre quand même pas mal de temps parce qu'on a encore 13 glaciers à traverser. Mm-hmm. Et puis, il faut qu'on soit sûr, là, tu vois, je vais en Patagonie au mois de septembre, justement pour faire la reconnaissance d'un glacier que j'aimerais traverser l'année prochaine en hiver. Et puis également commencer à faire ces prélèvements de terrain pour le carbone. Nous, on ne va pas s'arrêter à traverser un glacier et puis à tirer des conclusions sur le carbone. Je pense qu'il faut qu'on traverse les 13 glaciers qui nous restent. Et j'espère qu'après, la prochaine génération d'explorateurs National Geographic en région polaire pourra de nouveau traverser ces glaciers et continuer à collecter des prélèvements. Ces glaciers sont là et ils climatisent notre planète, mais demain, ils ne seront plus là. Justement, pour terminer Ice Legacy, il va vous falloir encore plusieurs années, entre 10 et 15 ans. Mais si le réchauffement climatique continue à cette allure, on peut quand même se poser la question de... est-ce qu'il vous restera encore de la glace à explorer dans 10 ans? Il nous restera de la glace, Juliette, dans 10 ans, c'est sûr. Me voilà rassurée. Parce que ce sont les 20 plus grands glaciers de la planète. Donc il y a quand même certains des glaciers prennent 2 mois à traverser. Donc 10 ans ne seront pas suffisants pour les voir complètement disparaître. Mais il y a quelque chose de sûr, c'est que... quand on part sur le terrain, des fois on a des images satellites qui sont anciennes
Et quand on arrive sur le terrain, on se rend compte que la glace en fait n'était pas là, du moins à l'entrée et à la sortie du glacier. Au milieu, sur la calotte, il y a toujours pas mal de glace. Mais il y a certains glaciers en Alaska. Le glacier de Columbia, qui fait partie des montagnes de Chugach, lui, certaines années, quand il fait très chaud, recule d'1 kilomètre par an. Donc effectivement, quand on se pointe avec nos skis et nos traîneaux, on se rend compte que notre point de départ n'est pas le point de départ qu'on avait prévu. C'est 2 kilomètres plus loin, quoi. Exact. Le projet, ton projet, Ice Legacy, c'est soutenu par la National Geographic Society, qui est donc le pan philanthropique de notre organisation. Qu'est-ce que ça change pour un explorateur d'avoir le soutien d'entités de référence comme National Geographic ? Alors ça change pas mal de choses. Parce que National Geographic, pour moi, c'est vraiment un gars, c'est vraiment une caution pour l'exploration. Parce que c'est vrai qu'on l'oublie, mais National Geographic, à la base, il y a 130 ans, au démarrage, c'est des scientifiques qui veulent faire avancer la science. Et donc, il y a tout ce principe de bourse qui a été mis en place. Aujourd'hui, également, National Geographic, quand on a la chance d'être partenaire avec eux et de collaborer, c'est une belle image et c'est diffuser le message à une audience assez importante. Est-ce que ça change des choses sur le terrain pour toi, de te déplacer, de, par exemple, demander des autorisations avec la caution National Geographic ? Est-ce que ça change ton travail sur le terrain ? Alors, je pense que ça change notre travail sur le terrain parce qu'on va plus en profondeur. Et il y a quelques années, pour moi, Ice Legacy, c'était un projet aventureux. Et aujourd'hui, je pense, grâce à Nat Geo, c'est devenu vraiment un projet avec une cause forte. J'aimerais te poser une question qui nous est souvent posée. Est-ce que, selon toi, tout le monde peut devenir explorateur et si oui, comment ? Alors c'est ça ce qui est génial ici, c'est que tout le monde a la chance et a l'opportunité de devenir explorateur chez National Geographic. Et puis comment faire ? Il faut se rendre sur leur site internet, ce que nous on a fait il y a quelques années, et puis d'aller dans les soumissions pour obtenir une bourse. Il faut effectivement avoir une idée, construire un projet solide et cohérent. Mais ensuite, tout le monde peut recevoir en fait le soutien de National Geographic. Alors, tu disais que l'objectif avec Ice Legacy, c'est de parcourir les 13 glaciers qui vous restent dans les 10 à 15 années à venir. Mais une fois que ça se sera fait, qu'est-ce qui se passe ? Comment tu t'envisages après avoir dédié 20-25 ans de ta vie à explorer les pôles et à lutter contre le réchauffement climatique comme ça? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors c'est une bonne question parce que c'est vrai que quand on a un objectif, on a un goal comme ça là, qui est assez ambitieux et puis qu'on arrive à aller jusqu'au bout, bon déjà ça sera la première étape, c'est qu'on aille jusqu'au bout de ça, jusqu'au bout d'Ice Legacy. Ensuite ce que j'aimerais énormément c'est collaborer avec la prochaine génération d'explorateurs polaires, d'essayer de leur donner le goût d'aller eux aussi dehors explorer, farfouiller, comprendre un peu comment les régions polaires fonctionnent. J'aimerais beaucoup que ces jeunes répètent en fait les routes que nous on a empruntées avec Borgé, que ces jeunes traversent à nouveau ces glaciers, fassent des prélèvements et puis qu'on puisse comparer un petit peu les données scientifiques pour voir un petit peu l'évolution. Je pense pas que je vais m'arrêter et puis aller me mettre une serviette sur la plage dans les tropiques. Soleil. Non, je pense que c'est vraiment dans mon ADN et j'aimerais continuer à faire des conférences sur l'importance et la fragilité de ces régions-là. Il y a des fois même, ça me traverse l'esprit, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une porte dans peut-être 20 ans, est-ce qu'il n'y a pas une toute petite porte politique ? J'en sais rien, mais comment arriver à avoir un impact ? Et ça, j'aimerais qu'au-delà du projet Ice Legacy, j'aimerais continuer à trouver tous les moyens possibles pour aller toucher les gens sur ce sujet-là. Ouais. Peut-être que c'est fonder une fondation qui essaie de préserver les pôles, mais en tout cas, j'aimerais ne pas lâcher le morceau et puis donner de mon temps, en tout cas, même si on a fini la traversée des 20 plus grands glaciers. Merci beaucoup Vincent Colliard. Merci Juliette.
Merci à toutes et à tous pour votre attention. Que cet épisode vous ait plu ou non, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur toutes les plateformes d'écoute. Si ce sujet vous intéresse, que vous souhaitez en savoir plus et découvrir le travail de Vincent, rendez-vous sur le site nationalgeographic.fr.